Aujourd'hui, on est le 8 mai 2026. C'est ça, oui. Et en ce moment même, on a des supertankers qui naviguent dans le détroit d'Ormuz. Leurs capitaines savent pertinemment que leur assurance maritime, elle ne les couvre potentiellement plus. C'est une réalité assez tendue, effectivement. Ouais. Et à des milliers de kilomètres de là, on a des autorités sanitaires qui traquent, mais vraiment frénétiquement, les passagers d'une croisière de luxe. Des passagers porteurs d'un virus qu'on trouve d'habitude que chez les rongeurs, pour le coup. C'est complètement fou. Et pendant que tout ça se déroule, dans les bureaux ultra feutrés du Moyen-Orient, il y a une alliance pétrolière vieille d'un demi-siècle qui est tout simplement en train de voler en éclats. C'est le portrait d'un monde où chaque système a vraiment atteint son point de tension maximal, quoi. C'est exactement le fil rouge qu'on va tirer aujourd'hui. Oui, parce qu'en parcourant nos sources pour cette exploration, des sources issues du fameux Florida Roundup, ce qui saute aux yeux, c'est pas seulement la gravité de chaque événement pris à part. Ouais. C'est surtout la vulnérabilité globale de nos infrastructures, qu'elles soient logistiques, énergétiques ou enfin même biologiques. Et notre mission pour cette plongée dans les sources aujourd'hui, c'est justement de comprendre l'ingénierie secrète de ce chaos. On ne va pas juste lister ce qui se passe pour ceux qui nous écoutent. Non, le but c'est de décortiquer le pourquoi et le comment. Exactement. Comment une décision politique isole tout un pays. Comment un virus se joue littéralement de nos frontières. Et comment, face à tout ça, l'humanité cherche des échappatoires. C'est un vaste programme. Ouais. Alors, on va commencer par ce qui ressemble, du moins sur le papier, à une bonne nouvelle. D'accord. Nos rapports diplomatiques indiquent qu'une trêve temporaire serait sur le point d'être conclue entre les États-Unis et l'Iran concernant ce fameux détroit d'Ormuz. Le but, c'est de protéger les navires marchands. Voilà. Et juste, avant d'aller plus loin, je dois rappeler de manière très stricte que dans cette analyse, on ne prend aucun parti. Absolument aucun. Quiconque nous écoute doit savoir qu'on n'est pas là pour juger la politique étrangère américaine ou iranienne. On se contente de disséquer la mécanique économique de la situation. Et cette mécanique, elle est fascinante, parce qu'elle défie totalement l'intuition. C'est-à-dire, On pourrait penser qu'une trêve ramène instantanément la sérénité. Mais pourtant, les sources soulignent que les marchés pétroliers restent extrêmement nerveux. Ils guettent vraiment la moindre étincelle. et c'est justement là que je bloque en fait. Une trêve, même si elle est temporaire, c'est censé être un soulagement. Pourquoi les marchés réagissent comme si la guerre avait déjà éclaté? Il faut regarder les mots exacts de la source. Oui, la source utilise une expression qui m'interpelle. Elle dit « les pétroliers passent, mais, je cite, sans garantie Et voilà. Ces deux petits mots, ils changent absolument tout l'écosystème commercial. ». Sans blague. C'est ce qu'on appelle l'intégration du risque asymétrique. Depuis des décennies, le commerce maritime mondial repose sur une prémisse mathématique très simple, le risque zéro ou presque. Ouais, les primes d'assurance sont basses, les coûts sont prévisibles. Exactement. Mais à partir du moment où on dit qu'un navire traverse un détroit sans garantie de sécurité absolue, le modèle mathématique s'effondre. Ah d'accord. Même s'il n'y a pas un seul tir de missile aujourd'hui, la probabilité mathématique qu'un incident se produise demain, elle est désormais tarifée par les assureurs londoniens. Attendez, si je comprends bien, vous dites que la peur agit littéralement comme une taxe. C'est exactement ça. Même sans conflit physique, le simple fait de dire on n'est pas sûr, ça coûte de l'argent. Oui, et beaucoup d'argent. Une prime d'assurance maritime qui explose dans le détroit d'Ormuz, c'est pas juste un petit problème de salle de marché, hein. Non, ça se répercute, j'imagine. C'est un coût qui est répercuté sur chaque baril de brut. Et ce baril plus cher, il se transforme en un litre d'essence plus cher à la pompe, ce qui augmente le coût de livraison des supermarchés. Ah ouais, l'effet domino classique. Voilà, et au final, ça impacte directement le prix des denrées alimentaires de base. Le marché ne réagit pas à la réalité d'aujourd'hui. Il se couvre contre l'incertitude de demain. C'est fou se dire que l'incertitude, c'est peut-être le produit le plus cher au monde en ce moment. C'est le cas, oui. Donc, la logistique physique du transport pétrolier, elle est suspendue à un fil mathématique invisible. Ça, c'est pour l'acheminement, quoi. Tout à fait. Mais du coup, si on suit cette chaîne de vulnérabilité, on arrive directement à notre deuxième grand événement de la journée. La source du pétrole elle-même? Exactement. Parce que si la route du pétrole est compromise, la production vient de subir un véritable séisme. Les sources annoncent que les Émirats arabes unis quittent officiellement l'OPEP. C'est énorme. C'est un événement d'une portée historique, vraiment. On parle de la redéfinition totale de l'architecture énergétique mondiale. Alors, j'entends souvent une analogie pour expliquer ça, celle du groupe de musique qui se sépare. Ah oui, l'histoire du guitariste. C'est ça, le guitariste star qui quitte le groupe parce qu'il ne supporte plus les règles de son manager. C'est amusant, mais soyons pragmatiques. Oui.
Si un musicien part, ça ne fait pas flamber le prix de mon billet de concert. En quoi le départ d'un seul pays, même aussi riche que les Émirats, peut faire trembler tout l'édifice de l'OPEP? C'est une excellente question. Et surtout, pourquoi ça pénaliserait l'Arabie Saoudite à ce point? Comment ça marche concrètement sous le capot? Pour y répondre, il faut regarder la théorie des jeux qui se joue en coulisses. L'OPEP, ça fonctionne sur un système de quotas décidé à Vienne. Ouais, Le principe, c'est de restreindre artificiellement l'offre globale pour maintenir les prix à un niveau rentable. Sauf que le problème, c'est que les Émirats arabes unis ont investi des milliards de dollars ces dernières années pour faire quoi? pour augmenter massivement leur capacité de pompage quotidienne. Ah, Donc, ils ont construit des infrastructures énormes et on leur demande de ne pas les utiliser à pleine puissance. précisément. Avoir la capacité de produire 4 millions de barils par jour, mais n'être autorisé à en pomper que 3, ça signifie que des milliards d'investissements dorment littéralement sous le sable. C'est frustrant financièrement, c'est sûr. Et c'est là que l'horloge climatique entre en jeu. Les Émirats savent très bien que la transition énergétique mondiale va s'accélérer. Donc ils veulent tout vendre maintenant? Voilà. Ils veulent monétiser un maximum de volume de pétrole tout de suite, avant que la demande mondiale ne commence à décliner de façon structurelle. Ils privilégient le volume à court terme. Et j'imagine que pour le coup, ça va directement à l'encontre des intérêts de l'Arabie Saoudite. Totalement. L'Arabie saoudite, de son côté, a besoin d'un prix du baril très élevé pour financer ses propres méga-projets de diversification économique à long terme. Ah, les fameux projets de vision future de Riyad. Exactement. Riyad veut restreindre les volumes pour faire monter les prix, alors qu'Abu Dhabi veut ouvrir les vannes pour écouler son stock avant qu'il perde de la valeur. C'est un choc frontal, quoi. Oui, la mécanique de l'OPEP, qui reposait sur des intérêts alignés pendant des décennies, vient de se fracasser sur des agendas économiques nationaux totalement divergents. Donc en quittant l'Alliance, les Émirats retirent à l'Arabie Saoudite un levier de contrôle énorme. Massif, oui. Ce qui explique cette petite phrase glissée dans nos sources du Florida Roundup. Je cite, la Russie observe la situation avec une attention soutenue. Ben évidemment, pour eux c'est une opportunité en or. J'imagine que pour Moscou, voir son concurrent saoudien perdre son partenaire historique, c'est le moment idéal pour revoir ses propres alliances. On voit bien comment une simple décision budgétaire à Abu Dhabi crée une onde de choc géopolitique jusqu'à Moscou. Le système est tellement interconnecté qu'une brique retirée menace vraiment toute la fondation de l'édifice, quoi. Mais ce qui est fascinant, et ça m'a frappé en lisant la suite des sources, c'est que nos infrastructures ne sont pas faites que de pipelines ou de routes maritimes. Non, ce sont avant tout des réseaux humains. Exactement. Et la biologie se déplace sur ces mêmes routes, ce qui nous amène à cette alerte sanitaire franchement ahurissante. L'épisode du paquebot de croisière, oui, c'est l'illustration parfaite de la face cachée de notre hypermobilité. Nos sources indiquent la détection d'un hantavirus à bord d'un navire de croisière. Et il y a déjà plusieurs décès parmi les passagers. C'est très inquiétant. L'Organisation mondiale de la santé traque actuellement les voyageurs dans de multiples pays et recommande à quiconque a voyagé sur un paquebot récemment de surveiller des symptômes comme la fièvre ou l'essoufflement. Oui, une vigilance maximale est demandée. Mais il y a un truc qui cloche là-dedans. Un hantavirus, oui. De ce que je sais, ça s'attrape en respirant des poussières de déjection de rongeurs, dans des granges abandonnées ou des endroits comme ça. En temps normal, oui. Mais qu'est-ce qu'un virus de rongeurs fait à circuler sur un paquebot de luxe au beau milieu de l'océan? C'est justement l'anomalie biologique qui met les autorités sanitaires mondiales en état d'alerte maximale. Il y a deux options. Soit il y a une infestation massive et catastrophique de rongeurs dans les ponts inférieurs du navire. Ce qui, sur un bateau de croisière de luxe, me semble un peu fou. C'est hautement improbable, oui. Soit, et c'est malheureusement l'hypothèse la plus redoutée, le virus a trouvé un moyen de se transmettre d'humain à humain. Ah ouais. Et de manière exceptionnellement efficace dans un environnement clos. Ah, le fameux environnement clos. Les croisières sont littéralement des boîtes de pétri flottantes, en fait. Précisément. Il faut comprendre la mécanique des fluides à bord de ces navires. Un paquebot moderne utilise des systèmes de climatisation gigantesques. Qui brassent le même air, j'imagine? Voilà. Ils font recirculer l'air ambiant dans des milliers de cabines et d'espaces communs. Si un pathogène s'adapte pour survivre dans ces conduits, le navire devient le vecteur de transmission parfait. Le cauchemar. Mais le véritable cauchemar logistique, en fait, il ne se déroule pas sur l'eau. Il commence au moment du débarquement. Ah bah oui, parce que les passagers finissent par rentrer chez eux. Exactement. Imaginons qu'un paquebot accoste à Miami ou à Barcelone ou même à Singapour. En l'espace de 6 heures à peine, vous avez 3000 passagers qui débarquent. Qui montent dans des taxis, qui prennent le métro. Ils rejoignent des aéroports internationaux et 48 heures plus tard, ils sont dispersés dans 70 pays différents.
Donc ce qui était juste une épidémie très localisée sur une coque en métal, ça devient instantanément une équation sanitaire mondiale. Et c'est là que l'OMS doit enclencher un traçage de contacts multijuridictionnel, hein. C'est un travail titanesque, quoi. Faut appeler tout le monde. Il faut croiser les bases de données des compagnies maritimes avec celles des douanes, des compagnies aériennes et évidemment des hôpitaux locaux. Et c'est une ironie mordante quand on y pense. Ah oui, pourquoi? On vient de passer un long moment à analyser comment les nations se divisent. Comment les Émirats font cavalier seul par intérêt financier, ou comment les États-Unis et l'Iran se regardent en chien de faïence. C'est vrai. Et soudain, face à un virus invisible qui a muté dans un conduit de clim, ces mêmes nations n'ont d'autre choix que de coopérer, mais instantanément. Oui, parce que la biologie ne négocie pas avec la géopolitique. C'est joliment dit. C'est la réalité. Elle met à nu les limites de nos rivalités nationales quand l'infrastructure du commerce mondial devient le vecteur de propagation d'une menace existentielle. Le réflexe souverainiste ne fonctionne tout simplement plus. Le virus exige une transparence totale des données, en fait. Sinon, il gagne. Voilà. La seule réponse viable, ça devient la coordination technique absolue entre les États. Et justement, cette tension incroyable entre le besoin viscéral de coopérer et la tentation de se replier sur soi, ça pèse d'un toit immense sur ceux qui nous dirigent au quotidien. À ça, les responsables politiques sont en première ligne. C'est le dernier volet de notre exploration d'aujourd'hui. Quand l'énergie se fracture, que le commerce tremble et que la santé publique s'affole, ce sont les politiciens locaux qui encaissent le choc. Le niveau local, c'est toujours l'éponge qui absorbe les anxiétés globales, on va dire. Et le Royaume-Uni en est l'exemple parfait en ce moment. Les sources du Florida Roundup rapportent que les élections locales s'annoncent comme un véritable désastre pour le Premier ministre Keir Starmer. Oui, les pressions sont énormes. On s'attend à une défaite amère avec des appels à un changement de cap radical avant l'été. Alors, encore une fois, pour notre public, il est de notre devoir de rappeler notre stricte impartialité. Bien sûr. On ne juge pas le bilan politique ou le gouvernement britannique, on ne prend pas parti. Mais d'un point de vue purement mécanique, comment on explique qu'une simple élection de maire ou de conseillers municipaux cristallise une telle pression nationale? Parce que pour les lecteurs moyens, la géopolitique, c'est très abstrait. Ouais, ils voient pas les supertankers. Par contre, l'inflation générée par l'incertitude dans le détroit d'Ormuz ou la facture énergétique qui explose à cause des décisions de l'OPEP, ça se traduit très concrètement par une incapacité à boucler ses fins de mois. C'est la réalité du supermarché. Exactement. L'électeur ne peut pas aller voter contre l'OPEP, il ne peut pas voter contre les assurances maritimes de Londres, donc il vote contre le dirigeant qui est devant lui sur le bulletin. C'est logique. L'élection locale devient la soupape de sécurité, quoi. Une soupape pour un mécontentement dont l'origine est en fait systémique et globale. C'est la dure réalité de la gravité terrestre. On gère l'urgence, les factures, les virus, les sondages. Le quotidien, quoi. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, pendant que le Premier ministre transpire au Royaume-Uni, nos sources nous apprennent qu'à la NASA, l'équipage de la mission Artemis 2 termine son entraînement. Un moment historique en préparation. On parle quand même de la première mission habitée à quitter l'orbite terrestre basse depuis l'époque d'Apollo 17. C'est un pas de géant. Et en parallèle de ce grand projet spatial, la source évoque un week-end culturellement bouillonnant sur Terre. Une finale de championnat de football très attendue en Écosse, un énorme combat de l'UFC et l'ouverture imminente du Festival de Cannes avec ses stars, ses paillettes et la course à la Palme d'Or. Oui, un contraste saisissant avec les crises qu'on vient d'évoquer. Franchement, au milieu de toutes ces crises mondiales, est-ce qu'on n'est pas juste en train de fabriquer du pain et des jeux? Vous voyez ce que je veux dire? De la pure distraction pour oublier que le bateau coule. Je pense que ce serait une lecture assez superficielle de la psychologie humaine pour le coup. Ah bon? Oui. Il ne faut pas voir l'exploration spatiale ou les grands événements culturels comme une simple fuite en avant. Mais c'est quoi alors? Prenons Artemis 2 par exemple. Historiquement, c'est toujours au cœur des plus grandes tensions terrestres que l'humanité a accompli ses bonds technologiques les plus spectaculaires. Ouais, c'est vrai, Apollo pendant la guerre froide. Voilà. Envoyer des humains au-delà de l'orbite terrestre, ça nécessite le travail synchronisé de dizaines de milliers d'ingénieurs à travers le monde entier. C'est pas évident à faire. Et contrairement à la politique diplomatique qui est basée sur des rapports de force souvent subjectifs, l'ingénierie spatiale est basée sur une vérité mathématique complètement objective. C'est la preuve vivante qu'on reste capable de collaborer pour accomplir l'impossible. Ok, pour l'espace, je comprends l'ambition, mais pour ce qui est du divertissement pur. Qu'est-ce qu'un combat dans un octogone de l'UFC ou une projection de film à Cannes vient réparer dans notre psyché collective? Ça répare notre rapport à l'incertitude. L'incertitude.
Encore elle. Toujours. On a commencé l'analyse en disant que l'incertitude dans le détroit d'Ormuz générait une anxiété monstre et coûtait des milliards. Ensuite, la crise du hantavirus, elle, génère la peur de l'inconnu biologique. C'est oppressant. Nos cerveaux détestent les situations sans résolution claire. Et c'est là que la culture et le sport entrent en jeu. Un film à Cannes, c'est un récit avec un début, un milieu et une fin. Tout est cadré. Exactement. Un combat UFC ou un match de football écossais, c'est un affrontement direct, codifié, avec des règles très strictes. Et surtout, ça se termine par un vainqueur et un perdant désigné. Ce sont des cadres finis. Des cadres finis dans un monde qui semble, lui, infiniment instable. Vous avez tout résumé. Ces événements agissent comme une véritable régulation émotionnelle à grande échelle. Ils offrent à la société une conclusion claire, un point final, que l'actualité mondiale refuse obstinément de lui donner. Donc c'est pas une fuite. Non, ce n'est pas une distraction de la réalité, c'est un mécanisme de survie psychologique pour pouvoir l'affronter. C'est une perspective vraiment riante. Et d'ailleurs, si on prend un peu de recul sur toute cette analyse d'aujourd'hui, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru en disséquant les sources de ce 8 mai 2026. Un long chemin, oui. On a commencé avec la tarification mathématique de la peur au Moyen-Orient. Ensuite, on a démonté les rouages de l'OPEP pour comprendre la théorie des jeux qui pousse un acteur comme les Émirats à abandonner le navire. Puis on a exploré l'infiniment petit. Oui, on a vu comment les conduits d'aération d'un simple paquebot peuvent transformer une infection locale en un défi de coordination internationale massif. Tout à fait. Et enfin, on a mis en lumière pourquoi nos élections locales absorbent tous ces chocs mondiaux, pendant que notre regard vers les étoiles avec Artemis II ou notre besoin de récits clos à Cannes nous maintiennent la tête hors de l'eau. Le but d'une telle exploration, pour quiconque cherche à s'informer au-delà des grands titres, c'est de comprendre que rien n'est isolé. Tout est lié. Absolument tout. La géopolitique, l'économie, la biologie et la psychologie, tout ça forme un seul et même organisme vivant. Et saisir ces mécanismes de cause à effet, c'est retrouver une forme de pouvoir sur l'information. C'est refuser de subir l'actualité pour enfin la lire correctement. Et avant de clore ce chapitre fascinant, y a-t-il une dernière notion, un concept ou une question inédite qui émerge de toutes ces données et que vous aimeriez soumettre à la réflexion de notre public ? Il y a en effet une contradiction très frappante qui ressort de l'ensemble de ces événements d'aujourd'hui si on y regarde de près. Je vous écoute. D'un côté, la mécanique politique de notre monde fonctionne toujours selon les règles du XXe siècle. C'est-à-dire le chacun pour soi. Voilà, chaque nation tente de maximiser son propre gain. On le voit avec les Émirats qui sécurisent leurs profits pétroliers ou les puissances qui jouent au chat et à la souris dans le détroit d'Ormuz. La vieille géopolitique. Mais de l'autre côté, la réalité physique de notre XXIe siècle, qu'il s'agisse d'un virus circulant à la vitesse d'un avion long courrier ou de la complexité logistique pour envoyer une capsule Artemis dans l'espace, cette réalité exige une coopération radicale et totalement sans frontières. C'est un paradoxe énorme. Donc voici la question que je laisse à l'audience. Nos menaces exigent désormais que nous agissions comme une seule et même espèce, mais nos systèmes politiques nous forcent encore à agir comme des tribus rivales. Ouais. Alors combien de temps cette fracture fondamentale pourra-t-elle tenir avant que le système global ne doive être entièrement réinventé ? La question est posée. Le décalage vertigineux entre la technologie qui nous relie et la politique qui nous sépare. C'est sur cette faille structurelle majeure qu'on va refermer notre analyse aujourd'hui. Un immense merci d'avoir déconstruit toutes ces mécaniques avec autant de précision. C'était un plaisir, merci à vous. Et pour notre public, si cette plongée au cœur de la matrice du 8 mai 2026 vous a apporté une nouvelle grille de lecture, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et pensez à noter cette émission. Surtout, dans un monde où tout s'accélère, continuez à exiger de comprendre le comment et le pourquoi. Gardez l'œil ouvert et restez curieux. À très vite.